Mademoiselle, vous vous levez, vous allez vous taper la tête contre le mur. On était tous sidérés. Moi, je me suis dit, je pose pas de questions, je pose pas de questions. Tous sidérés. Et je suis arrivée, le jour où je suis arrivée, il y avait une queue d'environ 100 personnes pour voir Paul Václavík. Et puis il sort la tête et il dit, je crois qu'il y a une étudiante française qui veut me rencontrer. J'étais un peu gênée, je suis passée devant tout le monde. Et à la fois d'après, on n'a pas eu besoin d'expliquer quoi que ce soit parce que le garçon est arrivé en disant, ah, moi j'ai les thérapeutes les plus fous de la Terre. Il rendait, je crois, dans sa communication l'autre important et intelligent. Et ça, on ne sait pas le faire. En France, on n'est pas très doué pour ça. Ça faisait très longtemps que via ce podcast de Confidences de thérapeute, j'avais envie d'aller à la rencontre d'une thérapeute d'exception qui fait figure de référence dans le champ des thérapies familiales et de l'approche systémique. Il s'agit d'Yveline Ray. Si vous vous intéressez un peu à la thérapie familiale, il est fort peu probable que vous n'ayez pas déjà entendu parler d'elle, mais sinon, laissez-moi vous la présenter. Yveline a œuvré depuis plusieurs décennies à former des thérapeutes familiaux dans le monde entier, mais notamment à travers son institut de formation, le CERAS, qu'elle avait fondé à Grenoble et qui existe aujourd'hui dans son antenne en Nouvelle-Aquitaine. Yveline a côtoyé et appris auprès des fondateurs de la thérapie familiale et de l'approche systémique. Elle a elle-même énormément œuvré à son rayonnement. Vous la connaissez probablement notamment vis-à-vis de tout l'intérêt qu'elle a eu à développer des objets métaphoriques au service de la thérapie, des objets médiateurs qu'on appelle aujourd'hui les objets flottants. C'est une femme extrêmement intelligente, très créative, et je suis vraiment très heureux et honoré de la voir aujourd'hui dans cet épisode, et je vais tout de suite vous laisser en sa compagnie à travers la première question que je lui ai posée, qui comme d'habitude s'intéresse aux raisons qui l'ont conduite vers un métier de thérapeute. Je crois qu'effectivement, ça s'inscrit dans un parcours et ça remonte loin parce que je pense pour chacun d'entre nous, et moi en particulier, il y a les missions familiales, les injonctions. Donc j'en ai eu en particulier de ma grand-mère. J'avais une grand-mère qui s'est trouvée veuve dans les années 20-30 à 22 ans avec 2 enfants, veuve de guerre, et qui s'est fait engager sur la transatlantique par un cheminement que je raconte dans le Samovar, Conversation avec un Samovar. Enfin, une histoire extraordinaire dont elle a ébloui mon enfance et elle m'a transmis ce rêve d'Amérique. Je dirais que le rêve d'Amérique, voilà, il s'est implanté là. Et ensuite, il y a eu tout un parcours. Je pense que ce qui est important dans un parcours, ce sont les rencontres qu'on fait. Pour pas remonter quand même trop loin, je dirais que vers la trentaine, avec mon mari était chercheur, il venait de passer une thèse. Moi, j'étais encore étudiante et en même temps, je travaillais dans l'éducation nationale. Et j'avais obtenu le stage de psychologue scolaire. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque, on pouvait détacher 2 ans. Donc, j'avais fait la formation de psychologue scolaire. Et comme j'avais commencé mes études un peu plus tôt, j'ai pu finir avec un master de psychologie, en plus du diplôme d'études universitaires de psychologie scolaire. Et là, j'ai commencé à faire de la psychologie scolaire et il y avait une insatisfaction. Je pense qu'aussi l'insatisfaction est source d'élan et de mouvement. Et je lui ai dit, il faut aller en Amérique. Granny, donc je l'appelais Granny, ma grand-mère, il faut aller en Amérique. Et elle a dit qu'on ne pouvait pas faire une vie sans aller en Amérique. Et donc, au début, il était un peu dubitatif. Puis un jour, il arrive, il me dit, j'ai une bourse de l'OTAN et j'ai une bourse du CNRS, on peut aller aux États-Unis. Et un peu par hasard, enfin oui, un peu par hasard, parce qu'il y a eu plusieurs possibilités, on est tombé à l'université de Stanford et à Palo Alto. Et là, on avait des grands amis. Lui avait fini sa psychiatrie et il revenait d'un congrès à Zurich où il avait rencontré Paul Václavík. Et il avait été absolument ébloui par ce que disait Paul Václavík. Il m'a dit, je te donne une lettre pour Paul Václavík, tu vas à Palo Alto, tu rencontres Paul Václavík. Ça paraît tout simple. Enfin, pour moi, ça l'était pas, mais j'ai pris la lettre, les bagages et tout, et nous voilà donc à Palo Alto et à Stanford. À Stanford, comme j'étais post-graduate, j'avais un master j'ai eu l'équivalence, j'ai regardé la liste de ce que je pouvais faire, et je suis tombée sur un autre professeur qui s'appelait Bruno Bettelem, et je me suis inscrite déjà à ce cours extraordinaire. Ça a été une rencontre très, très porteuse. Et le premier travail, d'ailleurs, sur les contes, puisqu'avec lui, j'ai travaillé sur le conte avec les enfants en thérapie. Et donc, j'ai contacté Palo Alto, qui est effectivement tout à côté.
Václavic n'était pas là, et puis peu après, on me rappelle et on me dit « Paul Václavic est revenu ». Et je suis arrivée, le jour où je suis arrivée, il y avait une queue d'environ 100 personnes pour voir Paul Václavic. Et puis il sort la tête et il dit « Je crois qu'il y a une étudiante française qui veut me rencontrer ». J'étais un peu gênée, je suis passée devant tout le monde. Bon, et il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai dit « C'est ça, voilà, j'ai une lettre et je voudrais me former en thérapie interactionnelle, parce que ça s'appelait comme ça, et familiale et tout. » Il m'a dit « Pas de problème, vous vous inscrivez à la formation du Mental Research Institute, MRI. » Il y avait Wakeland, Dick Fish et tout ça. C'était la première équipe de la logique de la communication. Et ce qui serait bien, c'est que vous veniez assister aux séances de thérapie familiale. Ça, je trouvais ça génial. Il me dit, je vous rappelle. Je rentre et je dis, bon, il me rappelle, il me rappellera peut-être pas comme en France, je vous rappelle. Et en fait, un soir, mon mari dit, il y a un Paul qui veut te parler. Bon, parce que mon mari s'appelait Paul. Un autre Paul qui veut te parler. Alors moi, tout étonné, je dis, allô, Paul? C'est Paul Václavic, vous commencez mercredi en thérapie familiale. Et voilà, donc ça a été une année absolument extraordinaire. Donc avec lui, j'ai fait la formation de thérapeute interactionnelle et familiale. J'ai fait aussi l'hypnose ericksonienne, mais je dois dire que ensuite j'ai un peu oublié. Et puis à Stanford, donc avec Bruno Bettelheim. Pour quelqu'un qui arrivait d'une fac française, d'une université française, avec le cursus classique, je n'avais jamais entendu parler de communication ni de changement. Ce qui m'a probablement le plus frappé, c'est que le premier jour de la formation à Palo Alto, on a eu une tâche de communication. Imaginez-vous qu'on me demande, à moi la petite française, très intellectuelle, d'aller dans un garage, de demander à acheter une voiture d'occasion, en disant que j'avais aucune obligation d'achat, on m'a précisé, hein, heureusement, et de dire à un moment, au vendeur, oui, c'est bien ce que vous me dites, mais on m'a dit aussi qu'en général, les vendeurs de voitures d'occasion comme ça n'étaient pas très honnêtes. Alors je vais vous dire, oui, c'est vraiment là, parce que ça a été une sensation vraiment, là je me suis liquéfiée, je me suis dit, je ne pourrai jamais faire ça. Donc j'ai dit à mon mari, j'ai besoin d'un coup de main, là j'ai une tâche à faire, il faut que j'aille chez moi. Enfin, je lui raconte l'histoire, alors, lui il était enchanté, lui. Et alors nous voilà tous les deux débarquant chez un marchand de voitures d'occasion. Et on commence à se renseigner. La première partie est très facile. Hein. Ravi, on tombe sur un vendeur très, très à l'aise qui nous montre selon les budgets, enfin tout ce qu'on voulait. Et mon mari me disait en français, « Bon, alors, tu y vas de ta phrase, tu l'as dit ou pas, ou on revient demain matin ?» Alors, finalement, je la sors du bout des lèvres avec un fort accent, parce que je n'étais pas très à l'aise en américain, mais mon mari la reprend et dit vraiment, « Ben oui, on nous a dit ça. » Réaction du vendeur, « Mais vous avez tout à fait raison. En général, c'est ce qu'on dit. » Mais je vais essayer de vous démontrer que ça peut être autrement. Et on devait revenir avec notre tâche et raconter ce qu'on avait appris. Et ce qu'on avait appris, c'est ce qu'a écrit Václavic, la communication crée ce qu'on appelle la réalité. Parce que j'avais complètement changé de représentation de la réalité. J'étais sûre que ce gars, il allait m'injurier ou nous fiche dehors. Et pas du tout. Le client a toujours raison. Et là, je me suis dit, les Américains, ils ont quelque chose en plus dans l'enseignement, c'est le pragmatisme. Hein, voilà. Donc, c'était le pragmatisme. Alors, c'était vraiment la communication. Et je me suis dit, 5 ans d'études sans apprendre un seul mot sur la pragmatique de la communication, c'est quand même très fort. Hein. Et puis, l'analogique. La première séance que j'ai observée de thérapie familiale avec toute l'équipe, hein, j'étais évidemment très intimidée, mais en même temps, j'ai remarqué, il ne s'occupait que de ce qui se passait entre les gens. Il n'y avait aucune hypothèse intrapsychique ni rien. C'est qu'est-ce qui se passe entre eux, qu'est-ce qu'on peut modifier entre eux. Et là, il y a encore eu une séquence absolument extraordinaire que Václavic a souvent racontée, à laquelle j'ai assisté. Il y avait une jeune femme qui venait, d'ailleurs il la recevait en individuel, parce que les familles à Palo Alto, elles étaient dispersées, donc on leur demandait de correspondre avec leur famille, mais ils étaient souvent en individuel. Et elle disait, moi j'ai un gros problème, c'est que je dis oui à tout, je sais rien refuser,
j'ose pas, j'aime pas le conflit, et donc je sais pas dire non. Donc il m'arrive des tas de trucs, je me fais voler, je me fais séduire, enfin bon, je sais pas dire non. Et Václavic lui dit, on va se mettre tous les thérapeutes ici présents, vous allez parler à chacun des thérapeutes qui va vous faire une proposition, et vous allez lui dire non. Et la fille, à ce moment-là, répond « Ah non, ça c'est vraiment impossible ». Mais je suis restée sidérée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fabrique dans les études en France? Toute la théorie de la communication, ça a été un apport extraordinaire. Et celle du changement 1, changement 2. Ça a été absolument extraordinaire. Et la rencontre avec Bethléem, et là aussi je peux en parler des heures, qui était un grand systémicien, j'en parle un tout petit peu. Premier cours, alors pour vous dire qu'on était intimidés, on était 3 Européennes, on ne disait pas française, il y avait une Allemande, et on était 2 Françaises, et puis on était 60. Et il dit, oh là, il y a bien trop de monde pour un cours de psychanalyse, hein. Surtout que moi je fais pas un cours de psychanalyse, je fais une psychanalyse avec le groupe. Bon, ça commençait bien. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Donc une fille qui dit, moi, monsieur le professeur, j'ai un patient, je travaille dans une institution, je suis psychologue, j'ai un patient psychotique, et il se tape tout le temps la tête contre les murs. Que dois-je faire? Bruno Bethléem, mademoiselle, vous vous levez, vous allez vous taper la tête contre le mur. On était tous sidérés. Moi, je me suis dit, je pose pas de questions, je pose pas de questions. Tous sidérés. La fille répond, non, mais c'est pas ce que je vous demande. Je vous demande qu'est-ce que je dois faire. Et moi, je vous réponds, mademoiselle, allez vous taper la tête contre le mur. Elle dit, ah non, je ne peux pas faire ça. Alors, mademoiselle, quand vous aurez choisi entre votre désir d'apprendre et votre crainte d'être ridicule, je répondrai à votre question. Et je me suis dit, on est aux États-Unis, c'est-à-dire que ça soit en psychanalyse ou que ça soit en systémique, c'est le même genre d'enseignement. C'est-à-dire, vous vous levez, vous faites l'expérience. Vous faites une expérience pratique, c'est pas intellectuel. Eh bien, on est resté du coup une quinzaine en bas et tous les autres sont partis se mettre au fond de l'amphi en voulant surtout pas qu'on leur demande quoi que ce soit. Et là, ça a été très rude parce que chaque fin de cours, vous me faites ça pour vous m'apporter votre rêve, votre acte manqué et tout. Et comme par hasard, ceux qui étaient tirés, c'était celui des 3 Européennes parce qu'il adorait l'Europe. Et à chaque fois, on était sur la sellette. Et là, on a vraiment appris, mais de cette manière extrêmement pragmatique. Et c'est ce qui m'a frappé aux États-Unis, vraiment. Alors, tout est loin d'être parfait, hein, je veux dire, on était contents de revenir. Mais bon, en même temps, c'était génial, quoi. Ces rencontres, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, parce qu'on ne se rend jamais compte de la richesse que c'est. Mais quand je suis rentrée, tous mes collègues et amis de fac, plus cet ami psychiatre, me sont tombés dessus et m'ont dit bon, alors on va se lancer en thérapie familiale systémique. Donc on a eu la chance de pouvoir le faire au centre médico-psychopédagogique de Grenoble. Avec mon ami et collègue Jean-Pierre Martinez, on a pu ouvrir un secteur de thérapie familiale à la clinique Georges Dumas de la Tronche, qui est à Grenoble en fait, qui accueille des grands adolescents et des jeunes adultes. On a ouvert ces 2 possibilités en les équipant. C'est-à-dire, ce qui était extraordinaire, reportez-vous au début des années 80, demandez à une clinique psychiatrique et à un CMPP d'installer une salle avec vidéo, glace santin et tout. On nous a pris pour des fous furieux, mais enfin, c'était pas grave. Nous, on était très, très contents de ce qu'on faisait. On avait un enthousiasme extraordinaire. On a commencé à travailler dans ces 2 secteurs. Au début, j'ai complètement séparé mes activités en tant que psychologue dans l'éducation, où je faisais des bilans, et mon activité de thérapeute familiale. Et puis, comme je recevais les parents après le bilan, je me suis dit un jour, il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est pas simplement un compte-rendu qu'il faut faire aux parents en disant votre enfant a besoin de telle aide, de telle orientation. Et là, j'ai toujours été aidée par les patients. Moi, je suis tombée sur une petite fille qui était
CM2 et l'enseignante me dit « Oh, il faut que vous voyiez Sylvie, je suis bien embêtée, elle comprend rien. » Alors je me dis qu'elle est complètement idiote, on parlait comme ça à l'époque. Quand j'ai vu Sylvie, j'ai fait un bilan tout à fait classique et je lui ai trouvé 62 QI. Alors aujourd'hui, ça dit peut-être rien aux non-psychologues, mais enfin la moyenne c'est 100. Donc ça veut dire qu'elle avait un retard extraordinaire. Mais en même temps, il y avait quelque chose de disharmonique dans son profil. Enfin, je reçois les parents une première fois sans Sylvie et la mère commence à me raconter l'histoire familiale. Et elle me raconte qu'il y a eu une série de deuils absolument épouvantables et dramatiques, c'est-à-dire un frère qui s'est jeté par la fenêtre, un père qui s'est pendu, une sœur qui est morte soudainement, et que tout ça, ça a été mis... on a mis un couvercle dessus, on n'a rien raconté aux enfants pour les protéger. Donc, d'un côté, je revois l'institutrice, donc il faut déjà peut-être m'aider à changer le contexte de la classe, donc... au lieu de les mettre les uns derrière les autres, elle avait mis des petites tables par 4 et Sylvie s'est trouvée avec 3 autres élèves qui l'ont aidée. Et avec les parents, on a commencé à travailler sur le génogramme, sans Sylvie d'abord, parce que la mère avait besoin de parler, le père aussi qui disait ma femme ne veut pas en parler, c'est tragique parce qu'on est tous enfermés là-dedans. Et peu à peu, j'ai convaincu les parents de travailler sur le génogramme, de sortir des photos de famille. Et ça, ils l'ont fait à la maison et de revenir après. Donc, ils ont sorti les photos de famille et la maman a commencé à expliquer, parce qu'il y avait 2 autres enfants, mais qui, eux, marchaient bien, ce qui s'était vraiment passé dans la famille. Et ils sont revenus tous ensemble une 3e fois. C'est la première fois que je recevais 3 fois les parents dans le sein de l'école. Et il y a eu un déblocage. Et l'institutrice m'a dit « Non, mais elle va nettement mieux. On va quand même tenter l'entrée en 6e », ce qui paraissait impensable 6 mois avant. Enfin, je l'avais vu en début d'année. Hein. Voilà. Et quelques années plus tard, tout à fait par hasard, je rentre dans une parfumerie. Une dame me saute dessus en me disant « Madame Ray, qu'est-ce que je suis contente de vous voir. Est-ce que vous savez que Sylvie vient d'obtenir son bac ?» Alors, il fallait que je rétro-pédale. Et qui est Sylvie? Enfin bon, ça a été une découverte pour moi de me dire, mais c'est applicable partout. Le travail sur le contexte, le travail avec les parents, c'est pas seulement la thérapie familiale, quoi. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à conjuguer mes 2 pratiques. Et puis alors très vite, j'ai été embauchée à la formation des psychologues scolaires. La rencontre essentielle aussi, c'était cette équipe incroyable, cet enthousiasme de mes amis et collègues, c'est-à-dire qu'on a formé tout de suite le CERAS grâce au directeur de la clinique Georges Dumas. Et là, on a eu une seconde chance avec un patient beaucoup plus, je dirais, encore atteint que Sylvie. Donc il avait le diagnostic de psychose. Hein, et il venait de se jeter, malheureusement, du 3e étage. Bon. Il ne s'était pas tué et en fait, il n'y avait rien de... Enfin, il avait des fractures et il est arrivé en séance avec les béquilles, les jambes et tout, mais en fin de compte, moindre mal. Et mon collègue a dit, on se lance. Et ça a dû être notre premier ou 2e patient. On était quand même très inquiets de recevoir cette famille avec le peu de bagages qu'on avait, sinon ma propre formation, ce que j'avais commencé à transmettre. J'avais les notes de Palo Alto. Moi. J'avais les notes, on commençait à les répéter, à voir ce qu'on allait faire. Et puis Salvini, le livre Paradoxe et contre-paradoxe, on était en plein là-dedans. Donc on fait ce qu'on faisait habituellement. On travaillait beaucoup sur les tâches à l'époque. On donnait des tâches aux gens pour modifier la communication familiale. On travaillait un peu à la Minuchin sur limite la structure familiale mais principalement sur les tâches. Et on a travaillé sur le génogramme. On a fait faire des sculptures. Bon, on avait un peu l'impression que ça bougeait pas beaucoup. Et puis, j'ai lu un article extraordinaire de Salvini sur les rituels familiaux. Et là, j'ai dit, on va essayer les rituels familiaux. On essayait tout, en fin de compte. Et on leur a fait faire ce fameux rituel des secrets familiaux, qui consiste à demander à chacun des membres de la famille présents d'écrire ce qu'il pense être un secret sur un petit bout de papier. Après, il referme son petit bout de papier, il met tout dans un récipient qu'on met au centre et on brûle les papiers. Alors là, c'était une séance absolument, même nous, ça nous paraissait complètement fou. Mais
il faut dire qu'on les voyait depuis 10 séances, quand même. Donc, ils étaient très, très contents d'être là, très coopératifs, et ils ont fait leur travail qu'on leur demandait. Chacun a écrit quelque chose. Alors, on a fait attention parce que on disait, il faut pas mettre le feu à la clinique, si possible, parce que déjà, on se fait traiter de tous les noms par nos collègues. Et donc, on a brûlé ça. Et à la fois d'après, on n'a pas eu besoin d'expliquer quoi que ce soit parce que le garçon est arrivé en disant « Ah, moi, j'ai les thérapeutes les plus fous de la Terre. Parce qu'ils nous demandent d'écrire sur un papier, parce qu'on leur avait demandé après quand même de discuter de l'expérience et non pas de ce qu'ils avaient mis et à la maman de nous faire un compte-rendu, de prendre des notes. Mais c'est le garçon qui a pris la parole en disant « Non, mais ces thérapeutes, ils sont complètement fous parce qu'ils nous demandent d'écrire quelque chose, de le brûler, ce qui fait que même si on voulait en parler après, on ne pourrait jamais savoir quel était vraiment le secret, c'est-à-dire si on donnait le secret ou si on disait autre chose. Donc, c'est-à-dire, on avait vraiment introduit un peu moins de transparence dans cette famille et la possibilité d'une intimité. On n'y croyait pas nous-mêmes, mais effectivement, à partir de là, il s'est mis à aller tellement mieux qu'au bout de 3-4 séances suivantes, il pouvait sortir de la clinique et on a appris qu'il avait repris ses études. Je dis, il nous a bien aidés. Parce que nous-mêmes, on n'était pas très à l'aise avec tout ça. On débutait et on s'est dit, si on échoue, c'est la fin, parce qu'on était guettés par tous nos collègues, etc. Et ça avait marché. Et là, au bout de 2 ou 3 thérapies qui ont marché, mon collègue donc et ami directeur de la clinique a dit bon ben là il faut peut-être y aller plus lentement parce que maintenant mes collègues sont en train de dire qu'on va vider les lits de la clinique. Mais alors, il faut se rassurer, après, il y a eu des échecs aussi, on n'a pas vidé les lits. Mais sur le coup, c'était tellement spectaculaire qu'à nous-mêmes, ça nous a fait croire en ce qu'on faisait. C'était ça qui était peut-être le plus important. Vous avez notamment travaillé sur le compte systémique. Comment ça vous est venu, le travail avec cet outil ? On a un collègue qui travaillait avec nous, et qui était universitaire et qui faisait des comptes aux familles comme ça. Et Philippe a dit, mais c'est pas systémique de faire des comptes aux familles, et en particulier avec une famille, il a dit, ça va durer 10 ans et ça change rien. Et le compte systémique, il faut qu'il soit inachevé, comme la symphonie, et il faut que les gens contribuent à écrire la suite, c'est-à-dire il faut les rendre créatifs. Il faut faire un partenariat, et c'est pas nous qui savons, c'est eux. C'est-à-dire, on leur donne le début de l'histoire, ils la complètent. Ça a été le grand principe du conte. Et j'ai réalisé après que j'avais fait 1 an là-dessus avec Bruno Bettelem. J'ai pas fait le rapprochement tout de suite, c'est en travaillant. Alors, j'ai envoyé le métalogue, enfin, le conte systémique commence par une conversation entre une petite fille qui s'appelle Isor et son grand-père qui s'appelle Ambroise. Et j'ai envoyé ça à Philippe, cette conversation, et Philippe m'a dit, allez, on y va, on fait un livre là-dessus. Et vous avez beaucoup travaillé avec Philippe Caillé. Qu'est-ce qui était essentiel dans votre travail commun ? Je dirais, ce qui nous est apparu de plus en plus important dans le travail avec Philippe Caillé, c'était introduire du tiers, c'est-à-dire un espace tiers dans la relation. D'où les objets flottants, on y reviendra. C'est-à-dire créer, ne pas être à bout portant comme ça, simplement questions-réponses, etc. Mais toujours avoir un espace qui ne soit pas contaminé justement par le modèle de l'un ou de l'autre. Parce que le grand apport de Philippe, il y en a 2, mais il y a celui-là, qui est de dire il y a 3 façons d'être. Ou bien on est trop à distance de nos patients, et on a un rôle d'expert, ils nous écoutent, mais en réalité, ils pensent qu'on ne les comprend pas. C'est-à-dire qu'on est dans notre modèle médical ou psychologique ou que sais-je, ou d'aide-soignant, mais on ne les comprend pas. Donc c'est un modèle exclusif ou comme il disait, fondeux. Le deuxième, tout aussi pernicieux, c'est d'être absorbé complètement par l'histoire que nous raconte le patient ou le couple ou la famille. Tellement absorbé qu'on devient un membre de la famille ou du couple. Donc là, c'est même un plus 1 font 1. Et il dit ce qu'il faut, c'est que 1 et 1 fassent 3. C'est-à-dire qu'on introduise un espace, et là il faut des techniques pour ça,
où on se rencontre au milieu avec des visions différentes, mais à travers un questionnement et justement comme des objets flottants, on va pouvoir construire une autre réalité qui finalement va faire changer non seulement le couple ou la famille, mais aussi le thérapeute, la vision du thérapeute. Et si la vision du thérapeute ne change pas, c'est que rien n'a changé. C'est-à-dire si on est toujours dans notre diagnostic initial ou nos hypothèses initiales, rien n'a changé. Donc voilà, c'est cet espace-tiers où vont pouvoir bouger les choses. Et pour ça, dans cet espace-tiers, ce qu'il va y avoir, c'est des récits alternatifs. Alors, qui peuvent se faire sur un mode analogique comme dans les sculptures, le génogramme, etc. Et qui peuvent se faire dans le conte, enfin dans tous le blason, enfin tous les objets flottants dont on reparlera. Et est-ce qu'il y a une deuxième chose qui vous apparaît comme étant vraiment significative avec Philippe ? C'est son modèle. C'est que très vite, il disait quand on travaille avec les familles ou avec n'importe quel groupe d'ailleurs, il faut penser qu'il y a le niveau de l'interaction. C'est ce qu'on a j'avais appris aux États-Unis et lui aussi, enfin avec Salvini, le niveau de la communication observable. Mais il y a le niveau mythique, c'est-à-dire quelles sont les valeurs et les croyances de ces gens-là qui font qu'ils se comportent de cette façon. Et la récursivité entre ces deux niveaux, c'est-à-dire je me comporte de cette façon avec mon conjoint parce que j'imagine que notre relation est comme ça, ou qu'il se passe ça entre nous. Mais si je change de récit, de croyance, de valeur, à ce moment-là, je changerai mon comportement. Alors là, c'est deux écoles qui paraissent opposées, qui ne le sont absolument pas. Les Américains, ils travaillaient au niveau de la communication. On change nos modes de communication, nos modes d'interaction, et le niveau mythique des croyances et des valeurs changera. Et en Europe, on pensait plus, on change le niveau des croyances et le niveau de la communication changera. Personnellement, je pense qu'il faut changer les deux à la fois si possible, c'est-à-dire faire travailler les gens à la fois sur leur communication. On peut très bien les faire changer de place, donner des tâches, enfin, des choses très pratiques qui modifient quelque chose, les faire participer à un jeu, comme le jeu de loi, et par les récits alternatifs qui sortent, travailler sur le niveau mythique, comme au génogramme, etc. Et avec toute l'expérience de formatrice qui est la vôtre, si vous aviez à donner des conseils aux jeunes générations de thérapeutes, lesquels est-ce que ça pourrait être ? Toujours ouvrir sur le contexte. Bateson dit le contexte est matrice du signifié. C'est-à-dire, je crois qu'on ne peut pas comprendre un problème si on n'ouvre pas sur le contexte. Vraiment explorer le contexte, enfin, en focal, quoi. Et puis, peut-être le deuxième, c'est la communication analogique. Du coup, on a oublié ça, ce qu'on appelle la communication non verbale, c'est-à-dire l'importance de ça en séance, d'observer les gens, comment ils se comportent les uns avec les autres, comment ils se comportent avec le thérapeute, comment ils se disposent dans la salle, quelle place ils prennent, le temps de parole, pas ou pas. Le silence peut être aussi une façon de prendre de la place, etc. Donc tout ce travail, finalement, sur la communication non verbale et sur ce qui deviendra une de nos préoccupations après, sur la question de la place. Place dans la famille, place dans le couple, place dans la société, je dirais dans le travail, et place en thérapie. Et est-ce qu'il y a des points dans les formations actuelles en thérapie systémique qui vous sembleraient vraiment importants à améliorer ? Actualiser, moi je pense qu'il faudrait revenir plus aux faits fondamentaux. Je pense qu'à un moment on a tous jeté le bébé avec l'eau du bain, à savoir que quand je suis rentrée, la logique de la communication, tous les praticiens qui la découvraient en ont beaucoup parlé, et puis peu à peu ça s'est effacé, on l'a oublié. Et moi je pense qu'il faut avoir présent à l'esprit et puis dans sa pratique tous ces apports, mais aussi avec les apports des Européens, avec ce qu'a apporté Moni El-Kaïm, avec ce qu'ont apporté, puis sur les loyautés, tout le travail de Bozormeni, tout ce qui concerne plus le niveau mythique, et l'approfondir, mais pas exclure un modèle ou un niveau contre l'autre, c'est ça. C'est plutôt ça il me semble qu'on n'a pas gardé la complexité qu'on a
pu avoir un moment. Et moi, je redonnerais de la complexité, si possible. Quand j'ai enseigné, j'ai vraiment essayé d'introduire de la complexité, mais c'est pas forcément évident, hein. Parce que on a beaucoup de croyances, que ça soit à l'université ou ailleurs. L'université, je commençais mon cours de maîtrise en disant: je ne vais pas vous parler d'une vérité, mais d'un modèle. Nous ne raisonnons que sur des modèles. Et je commençais mon cours de maîtrise en mettant le tableau de Magritte, ceci n'est pas une pomme ou ceci n'est pas une pipe. Et je demandais aux étudiants, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous avez à en dire? Alors, première réaction d'un amphi d'étudiants de maîtrise, ils n'avaient rien à en dire, parce que d'habitude, on leur demandait rien du tout. Alors, leur demander déjà de parler, c'était quelque chose d'énorme. Et ils restaient silencieux. Puis quand même, il y en a un qui disait: non, mais c'est complètement idiot, c'est bien une pomme, quoi. Et à ce moment-là, j'ai toujours eu une étudiante, en général c'était une étudiante qui répondait: essaye de la manger ta pomme. Et le cours pouvait commencer. En fin de compte, ils avaient réalisé la différence entre la chose et la représentation de la chose. Non. Pour moi, ça, c'est fondamental. Et je trouve qu'aujourd'hui, on perd beaucoup ça. C'est-à-dire, on prend pour la représentation d'une situation, d'une chose, comme si c'était la vérité de la chose, comme si c'était la pomme ou la pipe, quoi. Est-ce que vous avez un remords ou un regret ? Que l'université ne se soit pas assez emparée des théories systémiques. C'est-à-dire, on s'est trouvé coincé d'une part. Quand je suis rentrée, il y avait la psychanalyse qui avait le monopole du savoir, et ensuite, c'est les cognitivistes qui ont le monopole du savoir. Or, je pense que le modèle systémique est un métamodèle, c'est-à-dire un modèle qui permet de raisonner sur les modèles, et je trouve qu'il n'est pas assez enseigné. Vraiment, c'est un grand regret. J'ai essayé d'y contribuer, mais j'étais dans le carcan universitaire, c'est-à-dire on est enfermé dans sa discipline et il faut surtout pas aller sur le territoire du voisin ni essayer de créer des connexions. Or, moi, je pense qu'il faut créer des connexions et il faudrait ouvrir le champ des savoirs. Mais bon. Est-ce qu'il y a une réussite dont vous êtes particulièrement fière ? Il y en a deux, hein. C'est le CERAS, ce qu'on aimait. Je suis pas toute seule, hein, je veux dire. Les équipes successives, la première équipe qui était vraiment un moteur, parce qu'ils étaient tous d'un enthousiasme, qu'on travaillait le samedi et le dimanche, mais pour nous, c'était un plaisir. Et puis, le fait d'avoir pu transmettre et qu'une équipe nouvelle voilà, s'empare de tout ça, essaye de continuer à le développer. Vraiment, ça, c'est la possibilité de transmettre. Et si vous aviez des ouvrages à conseiller à des jeunes thérapeutes, lesquels est-ce que ce serait ? Bon, alors peut-être la logique de la communication qui a été une révélation. En 90, donc on avait déjà bien démarré, j'allais au CECOF, chez Bernard. J'allais au CEFA chez Robert et j'allais au CECOF, pas énormément, hein, parce que vu tout le reste, mais faire un peu de formation. Et autour d'un café, on se dit... On était en 1989, et si on organisait un congrès international de thérapie familiale? À l'époque, la systémique, c'était presque une inconnue, surtout dans les universités. Et autour du café, on a commencé à développer ça. Et on a organisé ce congrès, mais qui est le plus beau congrès que j'ai vu. Salvini a dit la même chose, hein. Parce que c'était le premier. Il a été... d'ailleurs, c'est là où EFTA a eu sa première rencontre. C'était à la Cité des Sciences de la Villette. Et là, on a réussi. Alors, on avait très peur, parce que là aussi, il y avait question de territoire. Et donc, Bernard Priant me disait... Tout seul, en tant que Parisien, je n'y arriverai pas, mais avec la province, on peut essayer. Et en fait, on l'a organisé et ça a très bien marché. Donc, on a fait venir des gens du monde entier. On a été aidé par Joël de Ronet à la Cité des Sciences de la Villette. Donc, on a fait parler aussi. Très impressionnant. Et on a fait venir beaucoup de scientifiques. Et je trouve qu'il faudrait toujours garder le lien avec les scientifiques. Il y avait Heinz von Forster, avec qui c'est la rencontre la plus époustouflante que j'ai jamais eue. C'est un cybernéticien. Peu de gens le connaissent. Robert Numurger le connaît bien. Et c'était une rencontre absolument incroyable. Moi, je ne le connaissais pas. On m'avait dit, il faut l'inviter. On était à la soirée qui précédait le congrès, je vois un petit homme. Alors, Robert m'avait dit, Robert Numurger,
il faut le mettre dans une chambre à côté de moi. Moni m'avait dit la même chose, donc on l'avait mis entre les deux parce qu'il est âgé, il passe les 80 ans, il a une santé fragile, etc. Je vois un petit homme déboulé, plein d'énergie, qui se jette vraiment, véritablement au cou d'un de mes collègues de Savoie. « Oh, mon cher Philippe, comment ça va ?» et tout. Je dis à Philippe, tu le connais? Enfin, il s'était juste échangé les prénoms. Il me dit pas du tout. Et il dit, c'est Hens. Et Bernard Prieur me dit, c'est Hens von Froschter. Et il faisait que des choses comme ça, incroyables, quoi. Il jaillissait. Et on a eu un dialogue, mais absolument extraordinaire, où en construisant la conversation qu'on avait, j'ai compris ce que c'était vraiment d'être pris dans une communication. Enfin, c'était d'une intelligence, il était foudroyant. J'ai exactement le même sentiment qu'en Robert. Et alors, le fameux petit homme âgé et fragile, eh ben, il rentrait à 2h du matin, pendant que les autres s'inquiétaient, chacun en disant, mais ce n'est pas rentré, où est-il? Est-ce qu'il faut aller le chercher en pleine forme? Donc, ça a été la première pierre, je dirais, en France de la thérapie familiale systémique qui a pris cette ampleur. Et donc, avec Bernard, on était assez fiers. Du coup, on en a fait un livre. Mais c'est pareil, on ne le trouve plus. C'est dommage. Et alors, un autre livre? Où est ma place? Parce que, alors, je dirais pour les futurs thérapeutes que c'est le plus facile. C'est le plus facile. Bon, bien sûr, le compte systémique. Et puis, écoutez, pour le plaisir, moi, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous devez connaître, j'aime beaucoup les romans d'Irving Yalom et Nietzsche à pleurer. Voilà, mais pour le plaisir, vraiment, lire Nietzsche à pleurer. Il était à Palo Alto et à Stanford, et probablement à la même époque que moi, mais enfin, on ne se croise pas forcément. Et moi, j'aime beaucoup son travail de thérapeute individuel. Je trouve qu'il arrive à conjuguer beaucoup de choses. Enfin, c'est un art, hein, pour lui, la thérapie, c'est un art. Et ça me fait penser, est-ce que vous avez un motto ou un proverbe préféré? Toujours agir de façon à augmenter le champ des possibles. Ça, il faut avoir ça en tête, que ce soit en thérapie, quand on est enfermé, aliéné dans une situation, dire qu'est-ce que je peux faire pour augmenter le champ des possibles, que ça soit dans n'importe quelle situation, et surtout pas refermer, quoi. Et ça, c'était sa grande leçon qu'il nous a donnée quand il est venu. Comment est-ce qu'il s'y prenait, von Foerster, pour éblouir à ce point les personnes à qui il parlait? Son intelligence, mais sa façon de la communiquer, c'était qui rendait les autres intelligents. Ils m'ont tous dit ça, ils m'ont dit, mais on parle avec lui, on se sent tout d'un coup brillant. Et exactement, mon collègue m'a dit ça. Après, moi, en faisant on recevait, alors il nous envoyait des missives, il répondait à mes questions, mais il avait reformulé les questions. Et il les arrangeait, je me disais, ah c'est bien, c'est exactement comme ça. Et je me disais, voilà, alors je me sentais tout d'un coup devenir très intelligente avec lui, c'est ça. Il rendait, je crois, dans sa communication, l'autre important et intelligent. Et ça, on ne sait pas le faire. En France, on n'est pas très doué pour ça. Et si vous regardez en position méta, quelles sont les qualités, les défauts, les forces et les faiblesses dans ce que vous analysez de votre pratique de thérapeute? Eh bien, j'ai eu l'occasion qu'elle soit regardée parce que nous sommes allés, dans les débuts d'ailleurs, une année, un week-end prolongé en supervision avec Mara Selvini Palazzoli, qui nous avait demandé en toute facilité de lui envoyer une vidéo. Et elle nous a supervisé, enfin, à partir de la vidéo qu'elle voyait, mais qu'elle repassait, qu'elle supervisait en direct. Et elle aussi, parce que j'étais terrorisée par Selvini au départ, et elle a dit ce qui est important, c'est de ne pas perdre la trace, d'avoir une idée d'aller. Et elle a dit, eh ben voilà, Yveline, vous tracez quand vous faites, vous avez un chemin et vous le tracez. Moi, je m'en étais pas rendu compte, mais je pense qu'elle avait raison, parce que quand je regarde le parcours comme un jeu de loi, je me dis, il y avait une trace, et voilà. Et alors, pour la petite histoire, je me suis trouvée coincée avec elle. La dernière fois où elle est vraiment sortie, il y avait un congrès à Athènes international de l'EFTA. Et je crois qu'elle avait déjà 84 ans. Et il y avait une soirée, comme toujours, il y a la fin des congrès. Elle dit, oh non, mais maintenant, je suis fatiguée, on a beaucoup parlé, tout ça, je vais pas y aller. Et il y a Philippe Caillet qui était absolument, qui adorait Selvini, qui lui dit, tu mets ta plus belle robe, Mara, et tu viens avec nous. Donc elle est venue, et comme on est quand même parti un peu plus tôt, j'ai vu qu'elle était fatiguée, je lui dis, on peut rentrer, je dis à Philippe, on va prendre un taxi. Bon.
Et il me dit, d'accord, mais tu te mets avec Marat derrière. Et je me mets avec le chauffeur. J'étais avec Marat. On est coincé à 2h du matin dans Athènes, coincé dans les embouteillages, et Marat qui m'entreprend sur le transgénérationnel, sur les loyautés, tout ça, tout ce qui avait à passer, incroyable, un véritable cours de ce qui se passait au niveau des émotions et tout, entre les générations. J'étais complètement sidérée. Je me suis dit, soi-disant elle est fatiguée, soi-disant si, elle m'a fait un véritable cours, et puis en plus avec beaucoup d'humour, comme toujours, quoi. Enfin, vraiment, c'était... Mais c'est vrai qu'elle était intimidante, ça, je le reconnais. Hein. Et si vous aviez la possibilité de passer 1 heure de temps avec une personne, morte ou vivante, réelle ou fictive, laquelle est-ce que ce serait ? Romain Gary, mais parce que je viens de lire un livre de lui, peut-être que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Oui, j'ai relu dernièrement plusieurs ouvrages de Romain Gary, et je le trouve fascinant par son histoire, en fait, aussi. Un immense merci, Evelyne, pour toutes ces confidences extrêmement touchantes. Et si vous aviez un mot de la fin ? Je pense qu'avec l'accélération du développement de l'intelligence artificielle, on a changé d'univers complètement. Et que pour s'adapter, il faut vraiment cultiver les ancrages, garder les ancrages et retrouver ses racines. Mais quand je dis retrouver ses racines, les gens comprennent, replonger dans le passé. Non. Retrouver ses racines, peut-être pour s'en dégager aussi, mais pour savoir qu'elles ont existé, prendre élan à partir de ces racines, c'est-à-dire reprendre élan, qu'elles aient été finalement magnifiques ou pas, ou au contraire très compliquées, une manière de s'élancer. Mais il faut avoir conscience de ses racines et il faut avoir un ancrage, et je trouve qu'aujourd'hui ça se perd, d'où l'importance de la transmission, et c'est moi qui vous remercie parce que vous contribuez à la transmission. Voilà, Julien. Voilà, j'ai pas grand doute que vous aurez passé un moment aussi agréable qu'instructif en la compagnie d'Yveline. Je vous mettrai dans la description de la vidéo des liens vers tous ces ouvrages pour que vous puissiez aller les consulter. Il y en a notamment un qui s'appelle Le Conte systémique qui est sorti dernièrement, ainsi qu'un autre sur Où est ma place. Je vous les conseille vivement, ils sont passionnants. En ce qui me concerne, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.